Quand une avalanche s'abat sous vos yeux, le temps s'arrête, le souffle se fige, et à cet instant, une chose devient claire. L'alpinisme n'est pas seulement une question de conquête de sommet, c'est une épreuve qui révèle ce que vous êtes prêt à faire pour la personne à l'autre bout de la corde. L'Alaska parle le langage des éléments, et ceux qui ne savent pas l'écouter reviennent rarement pour raconter leur histoire. Parmi les géants de glace du parc national de Denali se dresse le mont Johnson, un pic de 2600 mètres dont la face nord abrite une voie baptisée Elevator Shaft. Une gorge étroite, presque verticale, recouverte de neige et de glace, avec une pente pouvant atteindre 80 degrés et des formations neigeuses en surplomb, est un véritable défi que seuls les alpinistes les plus intrépides osent relever. En avril 1989, les montagnes de l'Alaska ont été frappées par un temps capricieux. Des tempêtes de neige inattendues, suivies d'un calme fantomatique, créaient des conditions idéales pour les avalanches. La température oscillait entre supportable et mortelle, et le vent, qui se renforçait sur les pentes exposées, se transformait en un ennemi invisible, capable de précipiter n'importe quel alpiniste dans le vide. Quelques semaines auparavant, une catastrophe écologique impliquant le pétrolier Exxon Valdez avait secoué l'Alaska. 44 millions de litres de pétrole s'étaient déversés dans les eaux du Prince William Sound, portant un coup fatal à un écosystème fragile que beaucoup considéraient comme inviolable. Au milieu de la blancheur infinie des montagnes de l'Alaska, deux hommes avançaient vers leur objectif. Pour Jim Sweeney et Dave Neyman, l'ascension du mont Johnson était un geste symbolique. S'ils pouvaient conquérir ce sommet dangereux, alors la catastrophe écologique causée par la marée noire pouvait être surmontée. Mais la nature en avait décidé autrement. Et tandis que dans la cabane Mountain House, des touristes insouciants partageaient leurs anecdotes, une nouvelle histoire naissait sur les pentes escarpées du géant de glace, celle de la volonté humaine face à la nature impitoyable. Dans le monde de l'alpinisme en Alaska, Jim Sweeney se distinguait comme un homme pour qui rien n'était impossible. À 33 ans, il incarnait l'esprit audacieux et rebelle. Il avait déjà à son actif une liste impressionnante d'ascensions, mais c'était son approche rebelle de la montagne, mélange de ténacité et d'impulsivité, qui attirait ses semblables et inquiétait les alpinistes conservateurs. À l'opposé de Jim, Dave Neyman, 31 ans, était l'incarnation même de la méthode et du calme. Ses mouvements sur la voie étaient précis comme un mécanisme d'horlogerie et ses décisions étaient réfléchies, même dans les situations critiques. Si Jim était la flamme de l'expédition, Dave en était le pilier, un homme dont la force intérieure ne s'exprimait pas par des paroles grandiloquentes, mais par une fiabilité à toute épreuve. C'est Dave qui est devenu le mentor de Jim, passant des milliers d'heures avec lui dans des ascensions communes qui les ont transformés de partenaires de cordée en frères d'armes. En mars 1989, alors que les informations sur la catastrophe écologique de l'Exxon Valdez faisaient la une des journaux, ils étaient assis dans un petit bar de Talkeetna, regardant la télévision en silence. La nappe de pétrole qui se répandait dans les eaux du Prince William Sound leur inspira non seulement de la colère, mais aussi de la détermination. Ce soir-là, une idée a germé. Leur prochaine ascension ne serait pas seulement un exploit sportif, mais aussi un acte symbolique. La preuve que la pureté et la grandeur de l'Alaska sont plus fortes que la cupidité des entreprises. Jim, les yeux rivés sur l'écran, compara l'impuissance des pétroliers, incapables de retenir le pétrolier ou le pétrole déversé, à leur propre capacité à se maintenir en route, une tâche bien plus difficile que la simple navigation d'un navire. Dave resta silencieux, mais son regard exprimait son accord total et sa détermination. Le 14 avril, un taxi les conduisit au pied du Moose's Tooth. Après avoir installé leur campement sur le glacier, ils préparèrent un équipement d'alpinisme minimal. Le lendemain, la partie rocheuse de l'itinéraire s'est avérée impraticable pour l'escalade. La roche s'effritait littéralement entre leurs mains. Jim, secouant les fragments de ses gants, a comparé la roche à un château de sable. Même son optimisme inné ne trouvait pas d'argument pour continuer. Les alpinistes ont décidé de changer d'itinéraire et ont choisi à la place une voie appelée Elevator Shaft, sur le versant nord du mont Johnson. Cette voie était un passage étroit et escarpé avec des sections de glace presque verticales, une épreuve tout aussi difficile que celle qu'ils avaient prévue à l'origine. Au camp, Dave traça un nouvel itinéraire sur la carte et, après réflexion, décida de laisser la radio.
Les 700 grammes supplémentaires semblaient être un poids inutile pour une ascension aussi difficile, où chaque gramme compte. Cette décision, prise pour alléger la montée, jouera un rôle fatal dans leur histoire. Le 17 avril, ils sont partis en reconnaissance sous un ciel gris et lourd. Pendant la traversée à ski vers le mont Johnson, ils ont dû affronter une neige coupante et un vent violent. Pendant quelques minutes, la montagne a complètement disparu dans la tempête, puis est réapparue de manière inattendue. Dave a étudié attentivement la future route à travers ses jumelles, évaluant le risque d'avalanche et les accumulations de neige particulièrement dangereuses au-dessus de la pente. Les récentes chutes de neige avaient considérablement augmenté le risque d'avalanche, mais il a décidé que l'ascension était tout de même possible si l'on partait tôt le matin, avant que le soleil n'ait eu le temps de faire fondre et de déstabiliser la couche de neige. Ce soir-là, ils se préparèrent pour l'ascension. Ils vérifièrent leur équipement, se répartirent les sections et discutèrent d'un plan de retraite éventuel. Autour d'eux s'étendait un monde de glaciers et de montagnes, imprégné de ce calme étrange qui précède souvent les épreuves difficiles. Le matin du 19 avril, ils ont été accueillis par un ciel dégagé et un froid glacial, des conditions idéales pour l'ascension. Après avoir laissé leur sac de couchage dans le camp d'altitude situé à 200 mètres au-dessus du glacier, Jim et Dave ont commencé l'ascension vers le pied de l'elevator shaft à 5 heures du matin, espérant terminer dans la journée. Jusqu'à l'aube, ils ont marché dans la neige à la lumière de leur lampe frontale. À 7h30, ils ont atteint le début de la voie et ont fait une pause pour attendre les premiers rayons du soleil. L'entrée de la voie, rocheuse et verglacée, exigeait la plus grande prudence. Dave est parti en tête sur la première partie, fixant solidement son assurage. Les 2 sections suivantes ont été rapidement franchies grâce à la glace solide qui offrait une bonne prise. Dans la 4e section, Jim a pris la tête. Le passage devenait plus étroit et plus raide jusqu'à 70 degrés avec une alternance de sections de glace et de neige dense. Mais Sweeney avançait avec assurance, se sentant clairement dans son élément. Neyman assurait son partenaire avec attention, s'ancrant avec une minutie particulière, un piolet à l'écart d'un éventuel couloir d'avalanche, un piquet en neige et 2 piolets enfoncés profondément dans la glace, une précaution dont Jim se moquait habituellement. À 10 mètres au-dessus de la station, Jim installa un piquet, une tige en acier servant à fixer un point d'appui, puis grimpa encore de 15 mètres. Devant lui se dressait une élévation enneigée, un endroit potentiellement propice pour le prochain point d'ancrage. Après avoir pris appui sur ses jambes, il se prépara à frapper avec son piolet. La catastrophe survint sans crier gare. Lorsque le piolet transperça la couche de neige, des milliers de tonnes de neige se mirent en mouvement. En un instant, le grimpeur expérimenté, acteur actif de la scène, devint leur victime. Dave s'est instinctivement collé contre la paroi. Son assurage a résisté à la traction de la corde et l'avalanche est passée à quelques centimètres de lui. Lorsque le torrent s'est calmé, il a aperçu Jim, gisant 30 mètres plus bas. Il n'a vu que son visage ensanglanté qui dépassait de la neige. Après quelques secondes de paralysie, Neyman rassembla toute son expérience et sa détermination. Méthodiquement, mais sans perdre une seconde, il commença à préparer l'opération de sauvetage. Il fixa la corde, calcula la descente la plus sûre et élabora mentalement un plan d'action. Dans ces moments critiques, le sort de Jim dépendait entièrement du sang-froid et de l'habileté de son ami. Seules les compétences de Dave et sa volonté inébranlable de sauver son camarade séparèrent désormais le grimpeur blessé de la mort. Après l'avalanche, un silence assourdissant régnait dans les montagnes, seulement rompu par le grincement métallique des crampons des alpinistes sur la glace. Dave commença à descendre prudemment vers le corps immobile de son ami, sans se douter que ce n'était que le début d'une lutte de 7 jours pour la survie qui mettrait à l'épreuve les limites des capacités humaines et la force de l'amitié. À son réveil, Jim Sweeney se sentit d'abord désorienté. Le monde était flou, les sons semblaient étouffés. Puis une douleur lancinante le parcourut. Sa cuisse droite était en feu et il avait un goût métallique dans la bouche. Le visage de Dave, penché sur lui, était la seule constante dans ce chaos sensoriel. Son coéquipier évaluait déjà les dégâts. Fracture de la cuisse, probablement une luxation, des saignements au nez et à la bouche indiquaient un traumatisme crânien. Son casque fissuré rappelait à quel point Jim avait frôlé la mort, à quelques centimètres seulement des rochers acérés. À travers le voile de douleur, Jim perçut une expression inhabituelle dans les yeux de son ami. La peur. Pas pour lui, pour eux deux.
La situation frôlait l'impossible. Un blessé grave à 1700 mètres d'altitude, loin des sentiers, sans communication, au milieu de pentes avalancheuses. Nyman agit sans hésiter. Sa priorité était de descendre Jim dans un endroit plus sûr. Il lui fallut 6 heures épuisantes pour descendre son compagnon immobile le long de la paroi abrupte. Chaque mètre exigeait une concentration absolue. Une seule erreur pouvait leur coûter la vie à tous les deux. À la tombée de la nuit, Dave creusa dans la pente une profonde tranchée dans la neige pour le protéger du vent et de la température qui baissait. Après avoir installé Jim à l'intérieur, il lui suréleva les jambes et l'enveloppa dans un sac de couchage pour éviter le choc et l'hypothermie. Dans l'obscurité totale, les alpinistes se serraient silencieusement l'un contre l'autre, sans serment ni parole forte, mais avec la certitude que chacun était prêt à tout pour sauver l'autre. Le matin du 20 avril, la gravité de la situation est apparue. Jim sombrait dans l'inconscience et, dans ses moments de lucidité, il divaguait, ne reconnaissant pas toujours Dave. Avec un minimum de nourriture et de combustible, il était impossible de rester sur place. Nyman prit la décision la plus difficile, abandonner son ami et partir chercher de l'aide. Le risque était énorme. Sweeney pouvait mourir de froid ou être enseveli par une nouvelle avalanche avant le retour des secours. Dans un rare moment de lucidité, Jim le supplia de ne pas le laisser, mais il comprenait la nécessité de cette décision. Après avoir laissé des instructions sur l'utilisation du réchaud et la conservation de la chaleur, Dave s'est lancé dans une traversée de 19 km à travers le glacier Ruth, parsemé de crevasses. Après une nuit blanche et une descente épuisante, cette traversée est devenue une lutte non seulement contre la nature, mais aussi contre son propre corps épuisé. Dans la tranchée enneigée, Jim avait perdu la notion du temps. La douleur et le froid se mêlaient à un délire fiévreux. Dans ces moments de lucidité, il réfléchissait à l'ironie de la situation. L'homme qui avait voulu aider l'Alaska à se remettre d'une catastrophe écologique dépendait désormais lui-même de la clémence de cette nature impitoyable. Dans un état semi-délirant, des images défilèrent devant ses yeux. Des oiseaux couverts de pétrole, de la glace scintillante, les visages de ses amis qui l'attendaient. Parfois, il lui semblait sentir l'odeur de l'océan au milieu des neiges infinies. Ces visions lui firent prendre conscience que l'Alaska n'était pas seulement un lieu d'escalade ou d'action écologique, mais une entité vivante avec ses propres conditions, parfois généreuses, souvent impitoyables. Pendant ce temps, Dave, après avoir franchi la partie la plus dangereuse du glacier, atteignit la cabane Mountain House. 6 heures de marche sans repos l'avaient épuisé à l'extrême. En franchissant la porte, il se retrouva face à un groupe de touristes surpris. Parmi les skieurs se trouvait un ambulancier qui a immédiatement évalué la gravité de la situation. Sans évacuation d'urgence, les chances de Jim fondaient rapidement à chaque heure qui passait. Mais le premier coup dur les attendait déjà. Le groupe n'avait pas de radio. La seule solution était de tracer un gigantesque SOS dans la neige. Dave a supplié les touristes de l'aider à retourner auprès de son ami, mais même le secouriste prêt à prendre le risque a admis que sans équipement d'alpinisme, remonter dans des conditions avalancheuses équivalait à un suicide. Les skieurs se sont mis à créer un signal tandis que Nyman, épuisé, est resté dans la cabane pour reprendre des forces. Le lendemain, un rebondissement inattendu est survenu. Un petit avion est apparu au-dessus du glacier. Le pilote Mark Nyburg et sa femme enceinte Roberta, ayant remarqué le SOS, ont décidé d'atterrir. Cette noble décision s'est soldée par une catastrophe. En raison de la mauvaise visibilité et de l'air raréfié, l'avion s'est écrasé. Miraculeusement, le pilote et sa femme, qui avaient été blessés à la colonne vertébrale, ont réussi à rejoindre la cabane. Désormais, ce n'étaient plus seulement les alpinistes qui étaient pris au piège, mais aussi 7 personnes étrangères, dont une femme enceinte. Cependant, l'accident a eu un avantage inattendu. Neyberg avait une radio d'aviation. En raison du relief montagneux, les messages vocaux ne passaient pas, et le pilote a mis au point un code de clic. Un clic signifiait oui, 2 clics signifiaient non. Sans attendre la fin de l'opération de sauvetage, Dave, malgré les avertissements sur le risque de suicide, repartit à la recherche de Jim. Chaque pas était accompagné d'une question angoissante. Son ami était-il encore en vie ? Arrivé à la tranchée presque entièrement recouverte de neige, Nyman ne trouva aucune trace de Jim. Pris de panique, il commença à creuser la neige et entendit la voix étouffée de son ami. Les émotions refoulées pendant de longues heures éclatèrent. Dave ne put retenir ses larmes en voyant le visage épuisé mais vivant de Sweeney. Les 3e et 4e jours sur la montagne se transformèrent en une lutte contre les éléments.
La tempête de neige qui avait commencé le 22 avril se transforma en une tempête de grande ampleur avec des vents violents qui menaçaient de détruire leur fragile abri. Vers minuit, le 23 avril, ils entendirent le grondement sourd et croissant d'une avalanche, un son qui provoque une peur primitive chez tout alpiniste. Dans l'obscurité, blottis les uns contre les autres dans une étroite grotte de neige, ils ne pouvaient qu'attendre sans savoir si leur abri se trouvait sur le chemin de la coulée de neige. Dans ces moments d'impuissance, tous deux se mirent à prier. Même Dave, d'ordinaire rationnel et réservé, murmurait des mots, implorant qu'on lui accorde un jour de vie supplémentaire. Jim, surmontant sa douleur, se joignit à lui. Leur voix étouffée se perdait dans le grondement de la neige qui s'abattait sur eux. Le matin les trouva vivants, mais dans une situation encore plus désespérée. L'avalanche était passée à quelques mètres, ensevelissant partiellement leur abri. Pendant tout le temps passé sur la montagne, ils n'avaient mangé que quelques cuillères de mélange sec. Leurs vêtements trempés absorbaient le peu de chaleur qui leur restait. Jim insistait pour descendre vers le glacier, où ils auraient plus de chances d'être repérés par les sauveteurs. Dave, évaluant le risque d'une nouvelle avalanche, hésitait. L'épuisement exacerbait les émotions et une dispute éclata entre les deux amis. Au plus fort de la dispute, Jim a proposé une idée qui a surpris les deux hommes. Il a promis à Dave un steak au restaurant Double Muskie s'il le descendait de la montagne. Cette blague, prononcée au bord de la mort, a détendu l'atmosphère. Dave, souriant, précisa la taille, 36 onces, qu'il comptait obtenir pour ses efforts. Ce moment d'humour a été décisif. Nyman a compris que la descente, malgré les risques, était leur seule chance. Les 17 heures qui ont suivi ont été un véritable enfer. Dave a méthodiquement tracé un chemin, tassant la neige pour assurer la descente en toute sécurité de Jim, qu'il tirait dans un sac de bivouac. Chaque mètre était gagné au prix d'efforts incroyables. Jim, surmontant la douleur, ne pouvait qu'encourager son ami. Il est remarquable que même maintenant, Sweeney revienne sur le sujet de l'Exxon Valdez, comparant leur combat à celui de la nature contre la pollution. La mission écologique avait encore un sens pour lui, même au bord de la mort. Alors qu'il ne restait plus qu'un demi-kilomètre avant le glacier, une nouvelle avalanche les recouvrit tous les deux. Dans le chaos de la neige, ils perdirent le contrôle et commencèrent à glisser vers une crevasse de 150 mètres dans le glacier. La chute semblait inévitable. À ce moment-là, Jim, envahi par un étrange mélange de désespoir et de défi, a crié dans le vide qu'il était prêt à affronter encore plus d'épreuves. Ce cri semblait avoir réactivé les dernières parcelles de sa volonté de vivre. Miraculeusement, ils se retrouvèrent tous les deux sur une étroite corniche enneigée à 90 mètres du bord de la crevasse. Ayant perdu leur dernier piolet, ils s'agrippèrent à la neige avec leurs mains, avançant centimètre par centimètre sur la pente à 70 degrés. Une fois sortis de la crevasse, Jim, euphorique d'avoir été sauvé, proposa de poursuivre immédiatement la descente. Mais Dave insista pour qu'ils restent prudents, sachant que le glacier était parsemé de crevasses invisibles. Le contraste entre l'approche émotionnelle de Jim et le pragmatisme de Dave a créé une synergie qui leur a permis de survivre là où la plupart auraient abandonné. À chaque pas pénible vers le glacier, il devenait plus clair que leur force résidait non seulement dans leur endurance, mais aussi dans leur style de survie complémentaire. Après 7 jours de lutte, épuisés à l'extrême, ils atteignirent l'espace ouvert du glacier. L'arrivée en territoire relativement sûr marqua la fin du deuxième acte de l'épreuve. Le dernier chapitre du drame restait à écrire, et un bref éclair dans le ciel allait jouer un rôle clé en permettant aux hélicoptères de sauvetage de repérer les deux hommes qui avaient défié la mort et remporté cette bataille. Le 7e jour, le 26 avril, Jim et Dave avaient atteint les limites de l'épuisement. Leur corps, épuisé par les températures extrêmes et le manque de nourriture, fonctionnait à bout de force. En une semaine, ils n'avaient consommé que quelques cuillères de nourriture et de la neige fondue. Leurs vêtements trempés ne les protégeaient plus du froid depuis longtemps, et le sac de couchage dans lequel Dave traînait son ami était en lambeaux, déchiré par les pics de glace. Dans la cabane Mountain House, Mark Nyberg était penché sur une radio d'aviation. Sa femme enceinte, Roberta, gisait à côté de lui, blessée au dos. À l'aide d'un code simple, un clic pour oui, 2 pour non, le pilote transmettait les coordonnées à un avion qui survolait la zone. Une méthode de communication primitive, mais efficace dans des conditions où le relief montagneux bloquait les signaux vocaux. À Takitne, le service des parcs nationaux coordonnait les opérations de sauvetage avec des hélicoptères militaires Chinook, mais les nuages épais qui régnaient depuis une semaine les empêchaient de s'approcher du lieu présumé du naufrage. À midi, ce que l'on pourrait appeler un miracle ou une coïncidence s'est produit.
Les nuages au-dessus du mont Johnson se sont soudainement dissipés, ouvrant une brève fenêtre d'opportunité. Les rayons du soleil, perçant le voile pour la première fois depuis des jours, ont illuminé 2 minuscules silhouettes sur le fond blanc du glacier. En voyant l'avion approcher, les alpinistes ont éprouvé un sentiment que seuls ceux qui se sont trouvés à la limite entre la vie et la mort peuvent eux comprendre. Surmontant sa douleur, Jim y a vu le symbole de leur mission écologique. Tout comme le soleil avait percé les nuages, la nature de l'Alaska se remettrait un jour des dégâts causés. L'avion a fait plusieurs cercles en balançant ses ailes, signalant qu'ils avaient été repérés. Pour Dave, qui avait retenu ses émotions toute la semaine, ce fut un moment de libération. Les larmes de soulagement ont enfin jailli lorsque tout le poids de la responsabilité, les centaines de décisions et l'épuisement physique se sont abattus sur lui en même temps. Fidèle à lui-même, Jim a demandé avec humour à son ami de se ressaisir, car les vrais héros ne doivent pas se laisser surprendre par les sauveteurs dans un moment de faiblesse. Dave a simplement haussé les épaules, sachant que derrière cette plaisanterie se cachait une profonde gratitude. Dans la cabane, Nyborg a reçu la confirmation que les avions de recherche avaient repéré les alpinistes et le groupe dans leur refuge. Les hélicoptères Chinook qui attendaient à Takitne ont immédiatement décollé et les skieurs ont commencé à se préparer à l'évacuation. Bientôt, les silhouettes des hélicoptères militaires apparurent dans le ciel. Leur vrombissement, habituellement agaçant, résonnait maintenant comme une musique merveilleuse. Les pilotes manœuvraient avec virtuosité entre les pics, démontrant l'habileté nécessaire pour travailler dans les conditions extrêmes de l'Alaska. L'opération de sauvetage s'est divisée en 2 directions. Le premier hélicoptère s'est dirigé vers Jim et Dave sur le glacier, le second vers la cabane Mountain House pour récupérer les autres victimes. L'atterrissage sur la surface irrégulière du glacier était risqué en raison de la neige poudreuse qui réduisait la visibilité, mais l'équipage expérimenté s'en est sorti. Les médecins ont immédiatement commencé à évaluer l'état des alpinistes. Le diagnostic de Jim était grave. Fracture du fémur, possible luxation de l'articulation de la hanche, gelure, épuisement et déshydratation. Dave était en meilleure forme, bien qu'il souffrait d'une fatigue extrême et d'un début d'engelure au doigt. Les médecins ont immobilisé la jambe de Sweeney, mis en place une hydratation intraveineuse et enveloppé les 2 hommes dans des couvertures thermiques. La chaleur de l'hélicoptère contrastait tellement avec l'enfer de la semaine écoulée que la réalité semblait presque surréaliste. Pendant le vol vers Takitna, Jim, malgré les analgésiques, est resté dans un état semi-conscient, regardant tour à tour le visage de son ami et les montagnes qui défilaient en dessous. Ces pics, qui peu de temps auparavant étaient leur prison, semblaient maintenant étrangement lointains, comme s'ils appartenaient à un autre monde. Un deuxième hélicoptère a évacué le groupe de la cabane, en accordant une attention particulière à Roberta Nyborg, enceinte et blessée au dos. Les autres étaient épuisés, mais dans un état stable. À Takitna, les rescapés ont été accueillis par des représentants du parc national, des médecins et des journalistes. Cette histoire de survie dans des conditions extrêmes avait déjà attiré l'attention des médias, en particulier dans le contexte de la catastrophe écologique de l'Exxon Valdez. Les personnes qui luttaient pour la pureté de l'Alaska étaient elles-mêmes devenues victimes de la nature impitoyable. Après une stabilisation initiale, les blessés ont été transportés à l'hôpital Providence d'Anchorage. Jim devait subir une opération importante à la hanche, tandis que Dave a été autorisé à sortir avec un diagnostic d'engelure superficielle au doigt et d'épuisement général. Lorsque la civière de Jim a été déchargée sur le toit de l'hôpital, il a été accueilli par ses amis, sa famille et des membres de la communauté écologiste de l'Alaska. Pour ces derniers, le sauvetage des alpinistes était non seulement une joie personnelle, mais aussi une victoire symbolique dans le contexte de la lutte pour la préservation du patrimoine naturel. L'ascension du mont Johnson a transformé la vie de tous les participants. Après son opération et sa rééducation, Jim Sweeney n'a jamais retrouvé l'usage complet de sa hanche, mais cela n'a pas brisé son moral. 1 an plus tard, il est retourné dans les montagnes, choisissant des itinéraires moins difficiles. Le principal changement pour Sweeney a été de redéfinir le rôle de l'alpiniste dans la protection de la nature. Il a relaté son expérience dans le livre A Thousand Prayers, établissant des parallèles entre son épreuve personnelle et les défis environnementaux de l'Alaska. Le livre a été salué par la critique et est devenu une voix importante dans la défense de l'écosystème arctique. Dave Nieman a reçu la médaille Carnegie pour son héroïsme, mais ce qui a été plus important pour lui, c'est sa transformation intérieure. Confronté aux limites de son endurance, il a réévalué ses priorités. L'alpinisme a cédé la place à sa famille.
Tout en continuant à faire de l'alpinisme, il est devenu plus prudent et n'a jamais oublié sa radio. L'amitié entre les alpinistes s'est approfondie pour atteindre une compréhension particulière, accessible uniquement à ceux qui ont regardé la mort en face. Ils parlaient rarement des 7 jours passés sur la montagne, mais le steak annuel au double muskie est devenu une tradition, symbolisant non pas la date du sauvetage, mais la solidité des liens humains. Roberta Nyborg a donné naissance à un petit garçon en bonne santé 8 semaines après l'accident. La décision altruiste de Mark d'atterrir a indirectement sauvé la vie des alpinistes, car ces signaux radio ont aidé les sauveteurs à localiser la zone de recherche. Les skieurs ont repris leur vie normale, mais leur SOS tracé dans la neige et leurs tentatives de secours sont entrés dans l'histoire des sauvetages, montrant à quel point la survie dépend d'une série de coïncidences et de bonnes intentions. Pour la communauté alpiniste, cet incident a marqué un tournant. Le service des parcs nationaux a rendu obligatoire l'utilisation de moyens de communication pour les ascensions dans les régions reculées. L'histoire de Jim et Dave a été inscrite dans les manuels d'alpinisme, rappelant que même les professionnels peuvent sous-estimer la puissance de la nature. Cette histoire a eu un impact profond sur la conscience publique. À une époque où la marée noire de l'Exxon Valdez soulevait des questions sur l'équilibre entre l'économie et l'écologie, la lutte des alpinistes est devenue une métaphore de la bataille pour la préservation de la nature. Leur objectif d'attirer l'attention sur la fragilité de l'écosystème de l'Alaska s'est réalisé de manière inattendue. Aujourd'hui, l'Elevator Shaft attire les alpinistes, mais ceux-ci sont équipés d'un matériel plus performant et disposent d'un moyen de communication indispensable. L'histoire de Jim et Dave nous rappelle que parfois, le plus grand défi n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'en redescendre en vie, tout en restant fidèles aux valeurs qui nous ont poussés à gravir la montagne. L'histoire de Jim Sweeney et Dave Neyman nous fait réfléchir à la nature même des relations humaines. Qu'auriez-vous fait à la place de Dave ? Auriez-vous abandonné votre ami, sachant que c'était sa seule chance, ou seriez-vous resté au risque de mourir avec lui ? Ou peut-être n'auriez-vous jamais emprunté un itinéraire aussi risqué sans radio ? Il est intéressant de noter que les décisions les plus importantes de notre vie sont souvent prises en une fraction de seconde. Un coup de piolet, un mot prononcé au bon moment, et le destin bascule à jamais. Pour Jim et Dave, c'est une blague sur un steak qui a fait la différence entre la vie et la mort. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où l'humour vous a sauvé de la panique ? Ou peut-être y a-t-il eu dans votre vie une personne prête à tout risquer pour vous ? Partagez vos histoires dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo, cela aidera les algorithmes qui travaillent à la promouvoir dans les recommandations. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires passionnantes qu'on s'envoie sur la résilience, le courage et les limites réelles des capacités humaines. Prenez soin de vous et à bientôt dans les prochains épisodes.